personne n'avait pris le costume adéquat aujourd'hui pour le sujet, tant pis. Si, moi. Bon, donc aujourd'hui nous sommes en pleine période, bien sûr. Pour les Dunkerquois, le carnaval, c'est un moment, essentiellement un moment de fête, ou des moments de fête. Et François Roscoe, qui est déjà intervenu plusieurs fois pour la LARA dans des conférences, François Roscoe, qui est docteur en histoire médiévale, va aujourd'hui nous donner un autre éclairage, je pense, ou un éclairage complémentaire, certainement très approfondi, sur l'origine du carnaval et l'évolution du carnaval. Voilà, après nous vous dirons quelques mots avec Josette tout à la fin pour vous présenter les prochaines conférences. Je n'ai plus toute la parole. Il a dit donc tout à l'heure pour peut-être les futurs programmes importants. Merci beaucoup, bonjour. Je tiens à préciser tout de suite, je fête cette année mes 30 ans d'abstinence de carnaval. D'accord ? Le carnaval ne passera pas par moi, Dieu merci. Donc, c'est un sujet, je vais vous dire sincèrement, je ne suis pas partisan. Hein. Cette année, je suis un homme heureux car la bande ne passe pas devant chez moi. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y en a déjà qui se sont pratiquement invités. Mais non, je ne serai pas là. Donc, le carnaval, bon, on est en plein dedans. C'est effectivement un moment de fête. Bon. Alors, la fête, à Dunkerque, en Flandre, dans le Nord, en règle générale, on sait ce que c'est. C'est comme dit Caillois, donc, qui est un sociologue. Elle se définit par la danse, le chant, la gestion de nourriture, la beuverie. Bon, je crois que là, on n'est pas dans le sujet. Il faut s'en donner tout son soul jusqu'à s'épuiser, jusqu'à s'en rendre malade. Bon, on le voit à chaque fin de parcours. Et c'est donc la loi même de la fête. La fête, c'est donc censé, je dis bien censé, se définir par des débordements. Alors, le problème, c'est de savoir quand même d'où viennent ces débordements, d'où viennent ces manières de fêter le carnaval, puisque, on le sait, Dunkerque a, et le carnaval, il faut dire de l'agglomération dunkerquoise en règle générale, parce que on a quand même noté que ça avait quand même pas mal débordé, et dans l'ère géographique, et dans le calendrier, ce qui dure quasiment, pratiquement maintenant 4 mois, jusqu'à avoir des bandes des pêcheurs dans des villages où il n'y a jamais eu un pêcheur. Bon. Donc, il est de plus en plus long, ça concerne de plus en plus de monde. On sait qu'il y a aussi tous les ans un déplacement de carnavaleux à Lille, c'est le souvenir de ces Dunkerquois qui avaient dû partir de Dunkerque à la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, on a nos propres festivités, nos propres spécificités, puisqu'il n'y a que 2 carnavals dans le monde où ce n'est que la foule qui participe, c'est celui de Dunkerque et celui de Québec. Il n'y en a pas d'autres de ce type-là. Donc, on est quand même dans un phénomène qui est bien particulier et puis qui est souvent mal compris de l'extérieur, parce que cette année, on a eu le droit encore une fois à la sempiternelle publicité du journal de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut, où, encore une fois, nous sommes des ch'tis. Voilà. Bon, rien à voir avec eux, je suis désolé. Donc, savoir déjà d'où ça vient, et vous allez voir qu'on va aller remonter assez loin, parce que les racines du carnaval tel qu'on le connaît à Dunkerque même, ce sont des racines païennes, parce que c'est un carnaval à l'origine qui est un carnaval chrétien, qui est un carnaval qui est encouragé par l'Église chrétienne, puis bien évidemment par l'Église catholique, et puis après de voir ce qui nous concerne nous plus spécifiquement. Alors, ces racines païennes, c'est tout simplement lié au culte, puisque la majorité des cultes païens sont des cultes qui sont des cultes agraires, et notamment, bon, je suis désolé, hein, j'ai été repêché chez les peintres pompiers, hein, chez les académiciens, le fameux culte à Déméter. Vous allez voir que l'allusion n'est pas tout à fait innocente, parce qu'on va revenir justement à toutes ces divinités-là. Alors, le premier véritable précédent, on va le trouver chez les Grecs, ce sont les Dionysies. Hein, les fêtes de Dionysos, le dieu de la vigne, du vin, de l'ivresse, on fait la fête,
Et c'est très souvent représenté, comme vous pouvez le voir, on célèbre autour de la vigne, autour de cette culture extrêmement importante dans le monde méditerranéen, et on sait très bien que le vin, c'est quand même un élément plus agréable que l'huile d'olive, hein, faut quand même dire ça passe mieux. Et puis ce vin, c'est le prétexte effectivement à faire la fête. Alors, on fait la fête chez les Grecs. Les Grecs, on va pas dire sont à l'origine de tout, mais pas mal de choses, et c'est récupéré bien évidemment par les Romains avec les bacchanales. Alors, on fête le dieu Bacchus, l'équivalent donc de Dionysos chez les Grecs, et on fête finalement une espèce de retour à la nature, une nature, on va dire, mythologique, très empreinte de sens cachés, toujours un peu à la lisière de l'humain et du bestial, avec notamment un dieu, enfin un dieu, une créature qui est le dieu Pan, qui est mi-homme, mi-bouc. On n'est pas tout à fait dans l'humanité, on n'est plus tout à fait dans le monde animal, mais mi-homme, mi-bouc, on est aussi dans une situation où c'est une sexualité débridée, pas contrôlée, pas policée, une sexualité bestiale. Et donc, le dieu Pan, quand il intervient dans les bacchanales, il sème la panique chez les femmes. Bon, on est bien dans une histoire de débordement, de licence, je ne vais pas aller jusqu'à dire de débauche, oui, j'en parlerai après effectivement de débauche, et ces fêtes, eh bien ces fêtes, elles sont toujours placées sous le même signe, on boit, on mange, et puis tout ce qui porte une jupe court très vite. Bon, le problème, malheureusement, c'est que chez les Romains, les hommes aussi portent des jupes. Je ne vais pas dire tout de suite que c'est là l'origine des matantes. Hein. D'accord C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le carnaval, parce que revenir du Cursal à Saint-Paul en plein hiver à pied, avec une mini-jupe et des cols en résille, c'est une sensation qui ne s'oublie pas. Alors, à l'approche de l'hiver, à l'approche donc du solstice d'hiver, les Romains, eux, vont un petit peu plus loin, parce que les Romains fêtent les fameuses Saturnales. Alors les Saturnales romaines, elles sont fêtées à un moment bien spécifique de l'année, c'est le solstice, c'est-à-dire le moment où en hiver le jour est le plus court. C'est le crépuscule de l'année. Alors là, comme on est dans le jour le plus court, eh bien on commence à fêter, non pas un renouvellement, mais une remise en question de la société. On inverse la société. La société, on va dire, elle passe cul par-dessus tête, et tout est prétexte, on va dire, à la parodie, à l'inversion des rôles. Le maître prend la place de l'esclave. L'esclave peut d'ailleurs critiquer le maître. Je ne dis pas s'il va trop loin le lendemain, quand les Saturnales sont terminées, il ne faut mieux pas être trop à la place de l'esclave. Mais la matrone prend aussi la place de la femme légère, et Dieu sait que Rome, on n'en manque pas. Et ça s'intègre très rapidement avec de nouveaux cultes, parce que l'Empire romain a une fâcheuse tendance à s'étendre. Et en s'étendant, il intègre les cultes des peuples qui sont, on va dire, soumis, conquis, intégrés. Alors on va intégrer très rapidement dans ces Saturnales le culte d'Épona. Le culte d'Épona, Épona, cette fameuse jument blanche qui est la déesse de la fertilité chez les Celtes, qui nous vaut d'ailleurs tout à fait entre nous l'interdiction ici de manger du cheval selon l'Église catholique, j'y reviendrai un peu plus tard si vous le voulez, mais on pratique donc le culte d'Épona. Et bien Épona, comme c'est la fertilité chez les Celtes et chez tout ce monde nordique, on l'intègre. Allez, on rajoute ça dans les Saturnales. On rajoute le culte de Mitra, qui est ce dieu venu d'Asie mineure et dont le christianisme s'est beaucoup inspiré. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu parce que je dis toujours le personnage Jésus, parce que finalement on n'a pas tellement d'enseignements de ça sur lui, nous serions
très certainement religieusement, au lieu d'être chrétien, dans un pays qui pratiquerait le culte de Mitra. Et puis, on rajoute en même temps la seule tentative de Dieu monothéiste provoquée, voulue par les empereurs romains, c'est le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil a vaincu d'Héliogabale. Ça ne lui a pas porté chance puisqu'il est mort dans les latrines, en se faisant égorger, en allant tranquillement, parce qu'il avait à faire. Bon. Malheureusement pour nous, ces cultes ramènent toujours à la même chose. Ce sont des cultes de fertilité, ce sont des cultes de renouveau, puisque par exemple le culte mitraïque, eh bien, l'exemple le plus proche de chez nous, c'est celui d'Arras. Le baptisé, on va dire, descend dans une fosse que l'on recouvre d'un plancher à claire-voie, on met un taureau au-dessus de ce plancher, on égorge le taureau et on est touché par le sang du taureau. C'est un culte de renouveau, c'est un culte de baptême qui promet, comme le christianisme d'ailleurs, une meilleure vie dans l'au-delà. Alors évidemment, il n'y a pas que ces fêtes-là, il n'y a pas que les Saturnales. Les Saturnales, ça boit déjà beaucoup, ça chante beaucoup. C'est vraiment le moment en plus où, vous savez, l'hiver, c'est une saison à Rome qui n'est pas tellement aimée, parce que l'hiver en Italie, au centre de l'Italie, n'est pas terrible. Il fait froid, c'est humide, il faut se réchauffer. Et puis on rajoute encore des fêtes. Alors en février, à Rome, on a deux fêtes qui sont importantes. On a les fébruales, tout d'abord, qui sont les fêtes que l'on fait pour conjurer les fièvres. Rome est une ville extrêmement insalubre. Rome est une ville où, déjà, on a le Maxima Cloaca, donc les grands égouts à ciel ouvert qui passent au travers de la ville. Et puis, mis à part les fameuses 7 collines de Rome, tout autour, il y a des marais. Les marais pontins qui amènent des fièvres, qui amènent des maladies, et dont on oublie souvent qu'ils n'ont disparu que sous le gouvernement de Mussolini. Donc, un lieu extrêmement insalubre, et où là, on veut conjurer les grippes, entre guillemets, les fièvres. C'est pas un phénomène tout à fait anodin. Vous savez, par exemple, que, ne serait-ce qu'à Dunkerque, la plupart des maladies fébriles ont disparu quand on a fermé les canaux, quand on a couplé la plupart des fossés. Donc, ces eaux stagnantes amènent des maladies, et il faut absolument conjurer par des rites de purification. On doit expier par avance auprès des dieux. Et puis on fait le grand ménage dans toutes les maisons, c'est un mois de fébrilité, il faut vite faire le grand ménage. Alors est-ce que c'est là l'origine du grand ménage de printemps? Je ne saurais pas le certifier, mais c'est un mois qui est extrêmement actif. Et puis, quelques jours plus tard, on passe au Lupercal. Et les Lupercales, alors là, on entre de plapied dans la mythologie romaine. Parce que bien évidemment, les Lupercales sont dédiés à la fameuse louve de Rome, la fameuse Lupa. Alors cette fameuse Lupa, vous la connaissez, classique. Bon, même si sous la Rome antique, quelle que soit la période de l'Empire, il n'y avait pas les deux petits-enfants, le petit Romulus, le petit Rémus, n'étaient pas représentés, on ne représentait que la louve. Ces enfants ont été rajoutés à la Renaissance. Alors, on connaît tous, bien évidemment, la fameuse légende, les enfants abandonnés, puisque engendrés par un dieu, laissés à l'abandon dans les marais du Latium, et puis une louve, bien évidemment, brave bête, arrive, les allègue, les élève, et sont donc à l'origine de la fondation de Rome, avec ce qui est assez amusant comme rapprochement avec la Bible. Comme dans la Bible, un meurtre fondateur, Romulus tue Rémus, exactement comme Abel est tué par Caïn. Bon, ça c'est le côté jolie histoire. Ça c'est le côté, on va dire, un petit peu légende dorée. Lupa a un autre sens à Rome. La louve, c'est la prostituée. Ah bah oui. Le lupanar, c'est là où on trouve des loupas. Elles aguichent le client en se mettant à la fenêtre du lupanar et en hurlant comme une louve.
Bon, évidemment, on peut se le dire, si on se place d'un point de vue politique, si on se place d'un point de vue même publicitaire, c'est quand même pas terrible de se dire que Rome, le centre du monde, l'empire le plus puissant, etc., a été fondé grâce à une vulgaire prostituée, donc le coup de la louve passe plutôt mieux, on joue sur l'ambiguïté du terme. Alors évidemment, cette louve, du coup, puisque c'est à la fois dans la signification l'animal et la prostituée, on se retrouve avec une forte connotation sexuelle, encore une fois. Les Lupercales, c'est donc une fête de la fécondité. C'est une fête de la fécondité, mais bien évidemment, encore une fois, comme les Saturnales, comme les fêtes précédentes, c'est une fête de la fécondité, mais de type bestial. La nature reprend ses droits, on se relâche, la jeunesse descend dans les rues avec des torches, bon, on donne des galettes en l'honneur de Proserpine, qui est la déesse qui protège le monde agraire. Tiens, il faut protéger le monde agraire, le fameux Panem et Circenses, le rôle le plus difficile dans l'Empire romain, dans la ville de Rome, c'est être le préfet de la nonne, c'est-à-dire d'assurer la distribution de blé et de pain à chaque citoyen vivant dans la ville. Donc on donne des galettes. Bon, on va revenir sur ces galettes. Et puis en même temps, les hommes sont déguisés avec des peaux de bêtes et importunent ou violentent les femmes. À part ça, on nous dit, bah oui, Rome est un empire extrêmement civilisé, les lois, le Sénat c'est un conseil municipal de toute façon, où tout est dans l'ordre, mais à un moment donné, on crée le désordre parce que l'ordre est extrêmement oppressant, puisque cette société, justement, elle est extrêmement contraignante. On ne va pas parler de caste. La caste, on sait ce que c'est plutôt, on va dire, l'organisation indienne, enfin, indo-européenne, mais il y a quand même à Rome beaucoup de distinctions entre les plébéiens, les pauvres, ils ont quasiment très peu de droits, les esclaves, les patriciens. C'est une société qui est très compartimentée, très contraignante, où on ne fait pas ce qu'on veut. Vous savez, l'exemple le plus simple, c'est que on peut adopter, comme prenez l'exemple de César qui a adopté Brutus, ça ne lui a pas porté chance. Mais c'est une adoption plénière. Brutus avait ses parents. Comme on peut très bien faire divorcer une femme pour qu'elle puisse en épouser un autre, et le mari, généralement, n'a pas grand-chose à dire si la famille qui décide du sort de la femme est plus puissante. Donc, à un moment donné, effectivement, il y a ce relâchement extrêmement important, et on va transgresser dans les Lupercales, on va transgresser les règles sociales par des mascarades, des déguisements. Encore une fois, on va inverser les rôles de la société, et puis on va abolir toute règle et toute convention. On peut le dire, c'est une volonté de revenir à la société primitive pour la renouveler. Bon, c'est bien. C'est une soupape de sécurité, vous connaissez le principe de la cocotte. Si on ne met pas une petite soupape, ça explose. Et évidemment, cette catharsis, comme disent les Grecs, c'est-à-dire cette expulsion des tensions, cette expulsion de ce qui est contenu de façon mauvaise dans l'âme humaine, eh bien, elle doit fertiliser la société, elle doit fertiliser la nature, et donc de ce fait-là, on va suivre un comportement qui est simple, on va suivre le comportement animal, et en même temps, on va suivre le comportement des dieux. Parce que les dieux romains, comme les dieux grecs, franchement, du côté de la morale, du côté de la licence, ne sont pas vraiment des modèles. Nous dire que tous si les dieux le font, nous le faisons aussi, hop. Et donc, cette fête devient un régulateur social. Très régulièrement, les fêtes qui rythment le calendrier à la fois civique et religieux des Romains, c'est juste pour éviter l'implosion de la société. Là où ça commence à changer, c'est qu'il nous arrive un phénomène nouveau dans l'Empire romain, c'est l'arrivée du christianisme. Alors, je vais le dire tout de suite, le christianisme n'a pas inventé grand-chose. Le christianisme propose, la seule innovation du christianisme, c'est qu'il propose une foi universelle qui s'adresse à tout le monde. Bon.
Et le principal artisan du christianisme, sinon ce serait resté, je veux dire, une secte divergente juive comme ça, limitée au bassin méditerranéen et à la Palestine, s'il n'y avait pas eu Paul de Tarse, qui est déjà un personnage en soi qui est assez intéressant, parce que c'est un converti, c'est un collecteur d'impôts pour les Romains, donc c'est, on va dire, un collabo, et lui, il devient missionnaire décisif en disant, bah oui, on doit abandonner l'exclusivité du judaïsme, on ne parle pas du peuple élu, on s'adresse à tout le monde. On opte pour l'universalisme, et donc il faut bien évidemment convertir les gentils ce sont les païens, ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut absolument les convertir. Oui, mais les convertir, ça pose un petit problème, c'est que, je le rappelle, la seule religion qui est interdite par les Romains, c'est justement le christianisme. Pour les Romains, le chrétien n'a pas droit de citer, puisqu'il refuse le culte impérial, il est considéré comme athée, il est dangereux, et la seule solution, c'est « ah pu, on n'en parle plus ». Et donc, bien évidemment, il faut, pour les chrétiens, se constituer en communauté, faire du prosélytisme, dire, ben voilà, on va attirer un peu tout le monde, c'est le foi universel, ben oui, donc on va s'adresser aux païens, mais on va aussi s'adresser aux patriciens, donc à la couche supérieure de la société, mais la nouveauté, c'est qu'on va aussi s'intéresser aux esclaves. C'est bien, mais pour les convaincre, tous ces gens-là, il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter parce que il faut convaincre dans l'Empire, et à ce moment-là, l'Empire est quasiment à son maximum d'extension territoriale, une foultitude de gens avec une foultitude de dieux. On n'a pas à Rome, on est dans une famille romaine, on ne va pas adopter que les dieux romains. On va aussi adopter les dieux des peuples voisins. Oui, le service du citoyen, le service militaire qui est dû de 20 ans dans la Légion, qui va vous envoyer à l'autre bout de l'Empire, vous allez revenir avec les dieux de l'endroit où vous avez été. Et donc, du coup, il va falloir trouver à s'adapter, ce qu'on appelle le sacrétisme. Alors, on va s'adresser à ces fameux païens. Les païens, ça pose un problème parce que le mot païen vient du mot paganus. Le paganus, c'est celui qui habite dans le pagus, petite circonscription territoriale. Pagus, chez nous, ça donnait pays. D'ailleurs, quand vous allez dans certains villages, oh ben lui, il n'est pas du pays. Ah oui, c'est normal, il vient de l'autre côté de la forêt. Le païen, le paganus, c'est à la fois celui qui croit dans ces dieux multiples, et c'est en même temps le paysan. Et là, pose un petit problème, parce que les paysans sont les derniers à être évangélisés. D'ailleurs, prenez l'exemple de la région ici, nous sommes les derniers en France, dans l'ancienne Gaule, à être évangélisés. Nous, ils ont attendu un petit peu. Il faut dire aussi qu'on n'a pas mis beaucoup de bonne volonté. Mais on ne va pas s'adresser directement aux paysans, parce que le christianisme suit tout simplement un parcours tout simple. Il part des ports, il suit les voies romaines, il s'installe dans les villes, et puis de toute façon, le monde de la campagne, c'est un monde où il n'y a pas de village en tant que tel, ce sont des villas, c'est-à-dire de grands domaines fermiers, très souvent éloignés les uns des autres. Donc allez chercher, comme ça, tout de suite, celui qui croit effectivement qu'il ne faut pas aller en forêt, parce que la nuit, il y a des esprits maléfiques, parce qu'il faut prier pour Déméter, pour avoir de bonnes récoltes, parce qu'il faut prier Cybèle, parce qu'il faut prier Épona, chez nous. Il faut être dur à convaincre, on s'occupe d'abord des villes, et donc les païens sont les derniers. Le monde rural, c'est d'ailleurs celui qui va poser le plus de problèmes pour les chrétiens, parce que justement, toutes les fêtes dont j'ai parlé précédemment sont liées à des rites de fertilité. Or, quand on parle de l'Empire romain, on pense à l'Ours, c'est-à-dire la ville, Rome, on pense à quelques villes, ce ne sont pas des villes, ce sont pour nous, à notre échelle, à nous actuellement, des grosses bourgades, ne sont pas des grosses villes, et puis on est confronté à l'essentiel de la population de l'Empire romain qui, lui, vit du cycle agricole, de la saison, de la météo,
et s'il a besoin d'avoir une bonne récolte, il faut prier les bons dieux, il faut trouver les bons. Alors, on doit, pour propager le christianisme, être très flexible, être très, on va dire, savoir s'adapter, ménager la chèvre et le chou. Bon, c'est vrai que parfois la chèvre se fait manger par le chou, et il faut trouver le moyen de rendre ridicules les croyances païennes ou de les rendre abominables. Alors, abominable, parmi les plus abominables, chez nous, par exemple, c'est l'hypophagie. C'est le seul tabou alimentaire de l'Église catholique. On n'a pas le droit de manger du cheval. Ah, horreur. Parce que c'est un rite de fertilité lié à Épona. Et d'ailleurs, si dans la région, on est dans une région de consommation équine, c'est à l'origine par résistance contre le christianisme. Il faut donc trouver à rendre abominable, et il faut donc, du coup, s'adapter. Le meilleur exemple, c'est le jour de Noël. Le jour de Noël, ce fameux 24-25 décembre, nous pose un petit problème, et il illustre bien ce qu'on appelle le syncrétisme, qui va être très important pour le carnaval. C'est que le 25 décembre, on fête à la fois Mitra, le fameux dieu Mitra que l'on fête notamment à Arras, où il y avait un temple qui était extraordinaire, et aussi on fête le soleil invaincu, le fameux Sol Invictus, un dieu unique, solaire. Attention, très important, parce que, en théorie, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de culture. Et, bien évidemment, on fête, en troisième lieu, ce qu'on appelle l'apothéose impériale, c'est-à-dire le jour où, finalement, tous les empereurs romains sont déifiés. Ils deviennent des dieux. C'est automatique à partir, on va dire, du milieu du 1er siècle de notre ère, où dès qu'on devient empereur, on est un dieu vivant sur Terre. Ça, c'est surtout grâce à des personnages très sympathiques et on va dire très, très sociables, comme Néron et Caligula. Je les adore, ils ont un sens de l'humour particulier. Et par la suite, directement, dès qu'on arrive à la pourpre impériale, on est à Dieu. Et donc, on fête ces 3 jours-là en même temps. Alors évidemment, pour les chrétiens, il va falloir trouver un jour pour fixer la naissance de Jésus. Voilà le problème. Ben, pourquoi pas ce jour-là? Puisqu'après tout, Jésus, c'est Dieu descendu sur terre. Donc petit à petit, on grignote cette habitude païenne de regrouper le 25 décembre, et paf, on met le jour de Noël ce jour-là. Bon, il y a juste un petit problème, c'est que, on sait que ce n'était pas possible qu'il soit né à ce moment-là. Il serait plutôt né s'il est né. J'ai toujours, je reste, on va dire, je suis gnostique, hein, on n'a que des sources qui sont les sources chrétiennes. Si effectivement il est né, au moment d'un recensement, il ne peut pas être né là. Il ne peut pas être né là, il est né véritablement au mois d'avril. Et puis deuxièmement, il y a eu une erreur de comptage dans le calendrier. Je vous rappelle qu'on n'est pas en 2014, on est normalement en 2018 ou 2019. Puisque Denis l'Ancien, quand on lui a demandé de faire le calendrier pour les chrétiens, il s'est planté de 5 ans parce qu'il a oublié les 5 années de principat de Tibère, quand Tibère est devenu co-empereur avec Auguste, avec Octave Auguste. Donc du coup, ça pose un petit problème. Déjà, rien que l'histoire du problème de date, du problème de l'année, le Vatican ne l'a admis que du bout des lèvres cette année. On ne peut pas dire que pour attendre pour le reste, il faudra être patient. Alors, on fête ces traditions, et non pas les textes, et puis petit à petit, on va installer de nouvelles traditions. Et il va donc falloir faire cesser petit à petit le désordre païen. Ah, faire cesser le désordre païen, ça c'est le boulot du siècle. Et le boulot du siècle, là, pour ce moment-là, c'est le rôle du pape Gélas Ier. Gélas qui est l'un des 3 papes d'origine berbère. Puisque, au 1er siècle, le foyer chrétien le plus intense, c'est l'Afrique du Nord. Bon, Gélas, il a un problème, c'est qu'à Rome, lui qui est pape, eh bien à Rome il y a eu Lupercal. Je vous ai dit, au Lupercal,
on distribue les galettes de Proserpine. Bon, tu sais, pas un problème. On va distribuer les galettes aux pèlerins, puisque Rome, c'est quand même la tête du monde. C'est devenu, ça devient pour les chrétiens la tête du monde. Et donc, on donne ces galettes. Tiens, c'est bizarre parce que, quelque temps après Noël, il me semble qu'on consomme beaucoup de galettes chez les catholiques. L'origine de l'épiphanie, elle est là. On recouvre le sens païen des galettes de Proserpine par la galette de l'épiphanie. Très rapidement, les Lupercales tombent dans l'oubli. Oui, mais attention, parce que pendant les Lupercales, on s'amuse. Je ne vais pas dire qu'on court la gueuse, on court derrière tout ce qui peut courir. Ah oui, il n'y a rien de choquant dans le monde antique. Et du coup, on trouve un saint vachement pratique, dont on n'est même pas sûr qu'il ait existé. Ceci dit, il y a énormément de saints dans le calendrier catholique qui n'ont jamais existé. Alors en Vatican II, on a fait le ménage, mais il en reste encore un sacré paquet. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui sont dédiées à Sainte Philomène, par exemple. Sainte Philomène n'a jamais existé. C'est une erreur d'interprétation quand on a trouvé le tombeau. Et là, on trouve un saint, comme par hasard, Saint Valentin. Oh, génial ce Saint Valentin, martyrisé parce qu'il avait continué de marier chrétiennement les jeunes gens et que l'empereur ne voulait pas. Évidemment, comme c'est un chrétien, on supprime. Et ça tombe, comme par hasard, le 14 février. Enfin, il me semble. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on célèbre à la Saint-Valentin? On célèbre le mariage chrétien indissoluble. Oh, vous avez beau, si vous êtes marié civilement et religieusement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est très très long de se faire démarier chez les catholiques. Hein. Il faut passer par un procès à Rome. C'est-à-dire que même divorcé, vous savez que dans l'au-delà, votre ex-moitié va continuer de vous embêter. Le mariage est indissoluble. Oui, mais que demande en plus le mariage chrétien? Fidélité. Oh, ça c'est moins marrant. Oui, mais dans le Lupercal, on ne parle pas de fidélité. On parle de besoin, on va dire, de satisfaction sexuelle, de renouvellement de la nature, et voilà, tout d'un coup, le pape arrive et fait « Ah, je vous ai trouvé un saint, les gars. Il est vachement sympa, mais alors il exige un truc sacrément dur. Tu vois, tu vas te marier, ouais, tu vas te coltiner jusqu'au bout, et en plus tu vas être fidèle. » Gros programme. Et donc, du coup, les Lupercales finissent par tomber dans l'oubli. On doit arrêter de célébrer ces fêtes où on s'amuse bien, où on oublie que parfois il y a quelqu'un qui attend à la maison. Alors imaginez un petit peu dans cet ordre d'esprit quand le jour de la bande tombe le jour de la Saint-Valentin. Choisis ton camp, camarade. Eh ben, c'est arrivé il y a 2-3 ans. Hein. C'est arrivé il y a 2-3 ans, la bande de Dunkerque était tombée le 14 février. Eh oui. Bon, dans ces cas-là, il faut être simple, il ne faut pas se marier, ça va plus vite. Alors évidemment, toutes ces fêtes-là, il va falloir qu'on les relie à quelque chose. Ces fêtes-là, il va falloir les relier à ma fête préférée, parce que c'est la mienne, c'est la fête de Pâques. Ah oui, ces fameuses cloches de Pâques. Bon, quand c'est le dimanche de Pâques, je me fais un cadeau. Alors, c'est une nouveauté. C'est tout nouveau dans l'Empire. Parce qu'il y a déjà la Pâque juive. Oui, mais enfin, la Pâque juive, elle est fêtée que par les Juifs, et elle est autorisée, puisque les Juifs, dans l'Empire romain, payent un impôt spécial, un tribut spécial, pour pouvoir exercer leur religion, et sont les seuls à être dispensés du culte impérial. Parce que je rappelle que refuser de célébrer le culte impérial équivaut à la peine de mort, puisqu'on ne reconnaît pas le génie de Rome et la divinité de l'empereur. Et donc c'est une nouveauté, parce que les Pâques chrétiennes, et non pas la Pâque juive, les Pâques chrétiennes, c'est une fête mobile. C'est d'ailleurs chez les chrétiens la seule fête qui est mobile, il faut la calculer. Alors il faut la calculer, elle commence au mercredi décembre, elle se termine au dimanche de Pâques, et entre les deux, il y a 40 jours de carême. Ah, super le carême.
période préférée pour qui veut faire du régime. Alors qu'est-ce que le carême finalement? Ben, le carême, c'est double référence. C'est les 40 jours de Jésus au désert, où il a été, entre autres, tenté par le diable. Et puis, c'est le rappel des 40 ans d'errance des Hébreux à la sortie de l'Égypte, parce qu'ils avaient fait le fameux veau d'or. Bon, sincèrement, comme disait Marty Cohen, mon prof de critique biblique à la fac, ils n'étaient pas doués avec la carte, parce que 40 ans entre l'Égypte et Israël, ils ont pris beaucoup de détours. Non, mais c'est pas grand, hein. C'est pas difficile de se perdre. Hein. C'est même pas la moitié du département. Donc, du coup, c'est le moment de la privation. C'est ce qu'on dit finalement dans la Pâque juive. C'est le temps du pain sans levain et des herbes amères. Dit comme ça, franchement, ça donne déjà pas envie. C'est le temps de la pénitence, c'est le temps de la mortification, c'est le temps de, on va dire, de la réflexion, hein, de l'introspection. Alors, évidemment, du coup, 40 jours, il n'y a pas de fête. Enfin, il n'y a pas de fête du tout. J'ai le souvenir d'un de mes profs de fac qui disait, imaginez bien que même pendant le carême, on n'approche pas sa femme. D'ailleurs, on n'approche aucune femme. On attend 40 jours. Bon. Ah bah oui, bon, la vie sexuelle au Moyen-Âge, je peux vous dire, c'était pas très gai. Hein. Sincèrement, ils n'avaient pas souvent le droit. Hein. Donc, du coup, il n'y a pas de fête. Ça se marque dans les églises, puisqu'on éteint la lampe à côté du tabernacle, et on n'a plus le droit de carillonner. Donc, vraiment, c'est le temps mort, entre guillemets, du cycle chrétien. Annuel, ça revient tous les ans, ça repart et ça revient, oui, mais attention, puisque c'est un temps de mortification. Il n'y a pas d'aliments riches, donc pas de viande. Ah oui, on n'a pas le droit de manger de la viande. On n'a pas le droit aux produits laitiers. Alors là, c'est un petit peu embêtant, parce que normalement, une vache, il faut la traire quand même 2 fois par jour. On n'a pas le droit aux graisses. On n'a pas le droit au sucre, entre guillemets, puisque le sucre au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, c'est le miel. On n'a pas le droit à toutes ces petites douceurs. Finalement, comme je vous disais, on fait maigre. Ouais, c'est pas terrible comme régime alimentaire. Remarquez, à la limite, ça doit être bon pour la santé. Et puis, très rapidement, on se dit, il reste encore des choses. Hein, bon, on va interdire tout ce qui vient de l'animal et on interdit les œufs. Ah oui, mais alors pendant 40 jours, on n'a pas le droit de manger les œufs. Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que la poule, elle pond au moins 1 fois par jour. Donc il va falloir stocker les œufs. Résultat, à la fête Pâques, il va falloir écouler les stocks. Donc, on se prive, on va dire, de ce qui pour nous paraît essentiel. Parce que nous, finalement, avec la société de consommation, on a pris l'habitude de avoir de la viande quasiment à tous les repas. Oui, sauf que ça vient d'une période très récente. Jusqu'à, on va dire, le 19e siècle, fin du 19e siècle, voire même un petit peu après, 50% de la ration alimentaire, c'est le pain. Il faut du pain. D'ailleurs, copain, c'est pas le mon pote qu'on va rejoindre dans une chapelle. Copain, c'est ce qu'on met sur le pain. Donc 50% de la ration alimentaire, c'est le pain, et le reste, je vous le donne en mille, il n'y a pas grand-chose, parce qu'il faut attendre l'extension au monde colonial en Amérique du Sud pour avoir des produits un peu différents. Le reste, c'est de la soupe de fèves. Et c'est lourd. Imaginez du pain avec une soupe de fèves. 40 jours. Mais c'est un truc à se pendre. Non, sincèrement. Déjà, moi, j'aime pas la soupe, alors imaginez, autant que j'ai abandonné le carême. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas très grand, d'ailleurs. Alors, évidemment, quand on parle donc de carême, il arrive des moments, parce que les crises frumentaires sont nombreuses, c'est-à-dire les mauvaises récoltes, donc pas de farine, donc pas de pain, et il arrive des moments où les évêques disent bon, on va faire une levée de l'interdiction canonique exceptionnelle pour cette année, c'est carême, vous avez quand même le droit de manger de la viande.
parce qu'il n'y a pas assez de pain. Voilà le problème. Alors le problème, c'est que, bah oui, c'est vrai, on ne grossit pas pendant ce temps-là. Ben oui, mais comment contrôler tout ça? Il faut bien qu'il y en ait qui mettent leur nez là où mon chat n'est pas ses fesses. Et le premier a vraiment réglementé tout ça au niveau du pouvoir temporel, au niveau du pouvoir laïque, c'est Charlemagne. Charlemagne, qui est quand même, on va dire, celui qui a le mieux théorisé l'État. Il met son nez dans tout. Et lui, il dit, c'est simple, il y a le pape, mais le pape il est loin, puis il a une dent contre le pape. Il a une dent contre le petit pape Léon, à cause de Noël 800, puisqu'il ne voulait pas être couronné, et le pape Léon est arrivé derrière lui, et pendant qu'il priait à Rome, et il lui a collé la couronne sur la tête, et il a dit, je te fais empereur. Autrement dit, je te fais empereur, donc tu m'obéis. Pour quelqu'un qui avait du caractère comme Charlemagne, ça a très mal passé. Donc du coup, il s'est dit, bon, c'est simple, moi, mon empire est plus vaste, quasiment, puisqu'il occupe toute l'Europe, quasiment, jusqu'au Vézère, jusqu'à la Pologne. Il dit, je vais réglementer tout ça, et je produis des capitulaires, c'est-à-dire des lois qui sont organisées en chapitres. Et les capitulaires sont extrêmement importants, parce qu'ils sont censés être connus de tout le monde dans l'Empire, par tous les fonctionnaires. Et notamment, celui qui transgresse le carême peut être puni de mort. Bon, il est vrai, pas trop apte à la discussion. Quand il a conquis les Slaves, il leur avait dit, c'est simple, tu peux rester païen, et donc tu resteras dans ton pays, mais je te décapite, ou alors tu te convertis et je te déporte. Donc très apte à la discussion, mais il intervient tout le temps dans les affaires religieuses. La fameuse querelle du filioque, si vous avez reçu une éducation catholique, vous connaissez le credo, et il reçoit la même adoration que le Père. Ça, c'est l'invention de Charlemagne. Le Père et le Fils sont mis sur le même rang. Ce n'est pas une décision du Concile, ce n'est pas une décision du Pape, c'est une décision de Charlemagne qui dit non, le Fils et le Père, c'est la même chose. Donc ils reçoivent la même adoration. Et puis c'est lui qui notamment a interdit la crémation. Normalement, un chrétien n'a pas le droit d'être incinéré. C'est une pratique réservée aux païens. Pourquoi? Tout simplement parce que si on prend l'Apocalypse au sens premier du terme, le jour de l'Apocalypse, ce n'est pas le jour de la fin du monde, c'est la fin du monde terrestre. Les morts sont censés se relever pour pouvoir être jugés. Or, s'ils sont réduits en cendres, ils ne peuvent pas ressusciter, ils ne peuvent pas être jugés, ils sont perdus. Donc Charlemagne, lui, il intervient. Et donc, du coup, eh bien, on a ce problème de Pâques. À trouver quand est-ce que ça commence. Il va falloir déterminer la date, puisqu'elle est mobile, elle est fixée à la première lune après l'équinoxe de printemps. Ah, oui, mais là, ça nous pose un petit problème. Car dans le monde occidental, le calendrier est un calendrier solaire. Et le calendrier solaire compte 12 mois. Dans, on va dire, le compute oriental, et la plupart des civilisations du croissant fertile, dont fait partie justement la Judée, on utilise un calendrier lunaire. Le mois lunaire, c'est 28 jours. Donc l'année lunaire, c'est 12 à 13 mois. D'ailleurs, vous avez remarqué, bon, je vais faire du mauvais esprit, la lune, 28 jours, la femme, 28 jours, donc seules les femmes sont lunatiques. Non, si, c'est vrai. Vous savez, c'est comme l'histoire de l'hystérie. Vous savez que médicalement, seules les femmes sont hystériques, pas les hommes. Oui, parce que hystère en grec, c'est utérus. Et chez les hommes, c'est même pas livré en option. Donc, vous voyez, hein, la religion parfois a du bon pour justifier quelques vacheries en douce. Alors, cette date, elle va flotter. Cette date, elle va flotter en fonction donc de ce première lune après l'équinoxe de printemps, entre le 22 mars et le 25 avril. Donc, ce qui veut dire que Mardi Gras,
l'Ascension et la Pentecôte vont aussi être mobiles. Ah ben oui, oui, ça pose parfois des petits problèmes. Là-dessus, le problème de l'Église, c'est que chez les catholiques, on se réunit en concile, le concilium, le conseil. Et le concile le plus important, c'est le concile de Nicée-Constantinople en 325. Le deuxième concile le plus important, c'est celui de 1453, c'est aussi Nicée-Constantinople, c'est celui qui avait déterminé que les anges n'avaient pas de sexe, donc il ne faut pas aller au paradis parce que c'est très long l'éternité. Et donc le concile de 325, qu'est-ce qu'il dit? Ils disent, bah oui, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit un dimanche. Bah oui, puisque si vous lisez le Nouveau Testament, enfin, les 4 évangiles canoniques, parce qu'il y a une sacrée flopée d'évangiles dits apocryphes, qui ne disent pas tous la même chose et qui sont parfois bien souvent plus joyeux, il y a même un évangile de Judas. Je l'ai lu récemment et c'est vrai que j'ai pris une bonne crise de rigolade. Les 4 évangiles canoniques, ça s'accorde à dire que Jésus, il meurt un vendredi. Et qu'il est mis au tombeau, sans être préparé, sans être, on va dire, oui, préparé, sans être lavé, directement dans le linceul, parce que le lendemain, c'est Shabbat. Et qu'on n'a rien le droit de faire pendant le Shabbat. Pas même faire du feu. J'avais même des amis juifs orthodoxes qui laissaient toutes les lumières allumées et la télé allumée, parce que le jour du Shabbat, allumer la lumière, c'est considéré faire du feu. Alors, ils avaient intérêt à bien choisir la chaîne. Parce que déjà, quand on a 250 chaînes, il y a 250 rien. Vous l'avez remarqué d'ailleurs, quand il y a un bon film sur une chaîne, il y en a 249 autres qui sont sapins. Et donc, on n'a rien le droit de faire. Et le dimanche de Pâques, hop, résurrection. Finalement, Jésus est peut-être l'inventeur des films de zombies. Alors là, le problème, il faut que ce soit effectivement un dimanche. Donc la date, elle va bouger. Et le mercredi des cendres va donc se placer le lendemain du Mardi Gras. On fait la fête une dernière fois, et après, ça dure. Parce que ce que je rappelle, c'est qu'on n'a pas le droit de faire gras. Mardi Gras, c'est le jour des excès. Mais pendant 40 jours, la pénitence, c'est aussi de l'abstinence. Rien du tout. Or, je le rappelle, la dernière fois que je me suis confessé, c'est la monte à... Je crois que je portais encore des culottes courtes. Je me rappelle que la formule, c'est « J'ai péché en pensée, par action et par omission. » Ça fait beaucoup de patères et à dire, je peux vous le certifier. Et donc, les interdictions alimentaires, c'était le mercredi des cendres. Pain et fèves, éventuellement poisson. Éventuellement poisson. Mais si aujourd'hui vous faites carême et que vous allez chercher 1 kilo de sol, est-ce que vraiment vous faites pénitence? À la limite, il faut trouver un poisson qui ne soit pas terrible. Il y en a, je vous rassure. Alors, le vin, il est mouillé. On met de l'eau. Quelle horreur! On met de l'eau dans son vin. Tiens, bizarre, vous connaissez cette expression. Oui, c'est vrai que les vins, à l'époque médiévale et romaine, sont des vins très lourds, qui se conservent mal. Très lourds. J'ai eu l'occasion de goûter des vins romains antiques, parce qu'il y a une exploitation qui le fait dans le sud de la France. Je peux vous dire que c'est très surprenant. Du vin rouge qui a le goût d'hydromel. Le lendemain aussi est très surprenant, je peux vous le certifier. On met des épices dans le vin. C'est... C'est-à-dire qu'il y a intérêt à avoir un foie. En fait, finalement, toute la zone là, ça devient un foie. C'est une horreur. Et donc, on mouille le vin. Mais, je vous le rappelle, on ne boit pas d'eau. L'eau, ça sert à nettoyer. D'ailleurs, on ne boit finalement de l'eau depuis quand? Depuis qu'on vous en vend en bouteille. Parce que jusqu'à une période très récente, même les enfants avaient le droit à une bière de garde, quand il y avait encore des brasseries locales, du 2-3 degrés.
Moi, je me rappelle quand j'étais élève au lycée, à la cantine, on avait le droit de taper Pélican. C'était déjà pas bon, mais en plus, elle était coupée. C'était encore moins bon. Or, l'eau, c'est ce qui apporte les maladies. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le quartier de l'Arsenal à Douai, j'ai participé aux fouilles, il y avait les puits, et puis à moins de 5 mètres, il y avait les latrines. Et pour ne pas vider les latrines, les murs des latrines, les cloisons des latrines étaient disposées à ce qu'on appelle en nid d'abeille, c'est-à-dire qu'il manquait des briques dans le mur pour que les matières puissent s'évacuer. Ouais, bon, c'est sympa si vous êtes diabétique. Donc, on ne boit surtout pas d'eau. Ah non, vous voulez pas mourir en plus. Donc, on en met dans le vin. Alors, évidemment, si en plus le vin est vachement léger, quel intérêt? Résultat, c'est pendant le carême qu'on engraisse les bêtes. Ah oui, on n'a pas le droit de les tuer pour les manger. Donc, le moment où on va engraisser les bêtes, c'est à ce moment-là. Le moment où on va devoir conserver plus de vin, c'est pendant le carême. Alors évidemment, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, c'est dur à supporter. Donc il y a des dérogations. Henri II, à gauche, Henri II obtient la levée de l'interdiction de consommer de la viande pour les malades. Ouais, enfin, il faut aussi s'entendre ce que c'est comme viande. Hein. C'est pas nécessairement de la viande fraîche. Ah ben non. Non, j'ai pas dit avarié. Nuance. La viande, elle se conserve très peu. Hein. Le réfrigérateur, frigidaire c'est une marque. Le réfrigérateur, c'est les années 1920-1930. On doit conserver dans un cellier. D'ailleurs, je vous rappelle que pour faisander une viande, hein, un faisan, c'est, comme on dit à Dunkerque, c'est tiache. Hein. On va avoir l'estomac. On pend le faisan par les pattes et on le consomme. Une fois que le faisan est tombé, les pattes elles restent accrochées au fil. Ah ouais. Non mais il faut connaître ça. C'est une expérience. Hein. Alors, quel est le principal animal, on va dire, d'élevage? C'est le cochon. D'ailleurs, tout est bon dans le cochon. Bon, je ne vais pas dire la suite de la phrase, je vais encore faire le voir. Mais tout est bon dans le cochon. On utilise tout, même les oreilles. Ah oui, avant on mettait dans la soupe, maintenant on les sèche pour donner aux chiens. Mais tout est bon. On utilise, et d'ailleurs on ne jette rien. L'économie médiévale, je vous rappelle, est une économie quasiment zéro déchet. Même avec les os d'un cochon, on s'amuse encore à faire des dés à coudre, des dés à jouer, on faisait faire de tout. C'est l'animal qui en plus n'est pas dur à élever, il mange tout, même les gosses. Vous avez un rejeton en béton, vous le jetez dans la sauge, et puis yahoo, pénard. Non, c'est vrai, hein. Tranquille. Le gamin, la gamine, t'as pas mangé de ta soupe? Allez, hop, au cochon. Le cochon, c'est l'animal vraiment de base. Et vous avez remarqué, il n'est pas dans les tabous alimentaires chrétiens. Seulement, le cochon, il se conserve mal. Il transmet pas mal de parasites, et donc vous êtes obligé ou de le saler, ou de le fumer. J'imagine un pétard au cochon, ça doit être quand même assez délirant. Mais imaginez bien, c'est pas nécessairement de la viande fraîche. La viande fraîche se conserve très peu, elle se corrompt tout de suite. Alors évidemment, l'Église fait là un bon filon. Ah oui, vous voulez manger de la viande pendant le carême? Ah, mais ça peut se discuter. Donc, vous faites un don, vous faites une donation, vous faites des aumônes, et on vous donne une indulgence. Un petit papier qui dit que, bah, oui, vous êtes acquitté d'un droit de péage et que vous avez le droit. Tiens, c'est bizarre, l'histoire des indulgences, quand on en parle, on pense surtout aux indulgences pour la construction de Saint-Pierre de Rome, actuelle, qui a valu les fameux placards, les fameuses thèses de Luther sur la chapelle du château de Wittenberg. Non, ça commence comme ça. Oui, t'as de la viande à écouler, ah bah oui, c'est bien, bon, bah écoute, tu fais l'aumône, tu fais un don, tu auras le droit d'en manger. Donc vous voyez, l'Église catholique est très souple finalement. Et du coup, on se retrouve avec des excès. Et Henri IV, qui lui est quand même un personnage assez intéressant, puisqu'il est passé de la foi protestante à la foi catholique pour devenir roi, Paris vaut bien une messe,
c'est pas cher payé finalement. Lui dit, ben non, on va interdire malgré tout la vente de viande aux carènes, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Et si effectivement on abat un animal, ben, il ne peut être tué que pour être salé ou pour être fumé. On est là déjà dans quelque chose d'un peu plus rigoriste. Ceci dit, quand on pense à Henri IV, on pense à la poule au pot, et c'est pas franchement non plus un repas très festif. Donc du coup, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire des interdictions qui vont porter. Et en 1595, on décide, au Royaume de France, que celui qui contrevient aux interdictions peut être puni de mort. Peut même être puni parfois de bien plus. Vous connaissez, je pense, la fameuse légende qui court sur le Blois de Poitiers. Le fameux château du Blois qu'on voit quand on entre sur l'autoroute au faubourg de Cassel. La chapelle, normalement, est hantée la nuit du vendredi saint. Au XVIe siècle, l'un des seigneurs du Blois, qui était au XVIIe siècle, un seigneur du Blois qui était libre penseur, avait jugé bon le jour de vendredi saint de faire un banquet. Il n'a pas passé la nuit, et d'après la légende, son fantôme hante la chapelle du Blois toutes les nuits du vendredi saint. Donc comme quoi que finalement, transgresser le carême peut être un petit peu dangereux. Parce qu'une chapelle, franchement, tout seul, la nuit, le vendredi saint, ça ne doit pas non plus être très marrant à vivre. Surtout que l'éternité, je le rappelle, est quelque chose de très long. Alors, dans certaines villes, du coup, on maintient des traditions. Puisque pendant les 40 jours de carême, on n'a pas le droit de tuer le bœuf sans graisse. Et on a, donc, dans certaines villes, la parade du Mardi Gras avec le bœuf gras. Bœuf gras qui est oxy à la fin de la procession et la viande revendue. Ce n'est pas, là non plus, sans rappeler les sacrifices d'Hécatombe-Bayonne, le mois d'Hécatombe à Athènes, où au moment de ce sacrifice, on sacrifie 1000 bœufs. Et là, ici, ce bœuf gras, ça tombe bien, il a eu le temps d'engraisser pendant 40 jours, donc normalement il est censé être bon. Alors évidemment, c'est aussi une célébration du monde agricole. C'est pas sans rappeler les comices agricoles, c'est pas sans rappeler les foires agricoles, et ces parades sont interdites à la Première République, mais enfin c'est vrai qu'à la Révolution et à la Première République, on a interdit énormément de choses. Elles ne reprennent qu'en 1801, et à partir de ce moment-là, elles tombent en désuétude. Mais ce fameux bœuf gras, c'est là aussi toujours relié, exactement comme les fêtes antiques, comme les fêtes païennes, elles sont reliées toujours à cette fameuse fertilité, à ce monde rural. Il n'est pas inutile de rappeler que l'équilibre entre la population rurale et la population urbaine en France, c'est l'année 1914. Il y a autant de gens qui habitent en ville qu'à la campagne qu'à partir de 1914. Maintenant, on est, je crois, 80%, 20% en campagne, 80% en ville. Donc, c'est un moment de fête. Le Mardi Gras, le bœuf gras, on va faire la fête. Reste à savoir, du coup, ce qu'on va faire pendant ce fameux carnaval. Le fameux tableau de Bruegel, qui est le combat entre carême et carnaval, où on a tout, et je pense que si vous remarquez les deux personnages, oh là là, je vais devoir aller loin, celui-ci et celui-ci, vous les reconnaissez si vous allez à Bayonne, ils sont dans l'escalier d'honneur de la mairie de Bayonne. Et donc, le carnaval, finalement, le mot finit par apparaître, et il apparaît tardivement, il apparaît en 1549 dans la langue française. Alors bon, il remplace lentement carême prenant, c'est-à-dire le début du carême. Carnaval, l'étymologie, on ne va pas se lancer là-dedans, personne n'est d'accord. On ne sait pas si c'est carnaval, c'est-à-dire manger, avaler la carne, donc la viande. On ne sait pas si c'est l'adieu à la viande. On ne sait pas si c'est l'entrée dans les 40 jours de privation. Mais tout ce qu'on sait, par contre, c'est qu'au carnaval, ça va être la fête. Or, ce genre de fête ne manque pas.
déjà dès le Moyen-Âge. Il y a la fameuse fête des fous. Alors il y avait un tableau qui était la nef des fous, on voyait bien ça. C'est la fête des fous, on inverse les rôles. Par exemple, vous voyez sur l'image de gauche, les enfants sont déguisés en prêtres et élisent leur évêque. Et puis, dans la fête des fous, on élit le roi des fous. Ben, c'est la fameuse scène dans Notre-Dame de Paris, Quasimodo, il est élu roi des fous. Là aussi, on inverse les rôles. Là aussi, on culbute la société. Le prêtre se déguise en laïque. Tout le monde, on va dire, prend le rôle des autres. C'est d'ailleurs un des rares jours où, notamment à Paris, la prostitution sort de ses quartiers réservés. Et donc, on a ce défoulement-là, mais il y a d'autres fêtes. Il y a la fête de l'âne, il y a la fête des innocents, il y a la procession du renard. Et à chaque fois, ce sont des fêtes où l'on transgresse la règle établie. Ce sont les fêtes où on dit « Bah oui, c'est bien, c'est gentil, mais non, non, c'est bon, les interdictions, on en a toute l'année. » Et Dieu sait que des interdictions, il y en a. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Les 40 jours de privation du carême, mais les fêtes carillonnées, le dimanche, tout ça, c'est des jours où on n'a rien le droit de faire. Donc, à un moment donné, ça explose. Ça explose tellement bien que, déjà, dès le départ, quand le concile d'Auxerre, en 578, se tient, il interdit ces fêtes. Mais bon, on sait bien que l'interdit est fait pour être transgressé. Donc, du coup, ici, dans ces fêtes, c'est repas très riches, comme on pourrait dire, à se faire éclater la panse, c'est le travestissement, c'est la mascarade, c'est le défilé, et puis c'est surtout les charivaris, qui est d'ailleurs le charivari qui est encore dans certaines régions françaises, qui existe encore. C'est-à-dire qu'on va décrocher les volets des maisons où il y a des filles à marier, on va brocarder le bourgeois, on va hurler par exemple les cocus au balcon. Tiens, c'est bizarre, c'est un truc qu'on entend régulièrement d'ailleurs pendant la bande. Et cette fête, eh bien, on va aussi, grâce au travestissement, chahuter les femmes, chahuter le notable. Hein, on dit, on va choler. Bon, oui, on revient toujours à la même typologie. On vide les celliers des riches, c'est-à-dire qu'on va rentrer puis on va vider la cave. Les domestiques peuvent voler en toute quiétude. Et puis on règle son compte. Une bonne bastonnade, c'est vrai, c'est facile, on est déguisé. Et vous voyez que ça rejoint l'actualité, par exemple, de la bande de Tété Game. C'est entre autres une des raisons pour laquelle moi j'ai arrêté en 84. Déjà, dans les années 80, ça tournait mal. Alors imaginez maintenant, si effectivement vous allez au carnaval et vous êtes obligé d'avoir une mitrailleuse automatique, ça ne sert à rien. Donc, ce sens religieux se perd, on va dire, au niveau, simplement, des excès. Cette soupape de sécurité fonctionne tellement bien qu'on oublie que derrière, il y a un sens religieux caché. Et évidemment, ce sens religieux caché, certains en profitent. Prenez par exemple Henri III. Henri III participe à quasiment tous les charivaris qui se placent dans sa ville de Paris ou dans les villes où se trouvent les palais royaux. Ben oui, mais lui, et pour preuve que ce n'était pas uniquement une envie, on va dire, festive, c'est que sous le travestissement, il laissait libre cours à sa libido. Car comme on le sait, c'est une très mauvaise blague d'historien, si Henri III n'a jamais terminé un livre, c'est parce qu'il sautait les pages. Autour d'Henri III, il y avait les mignons. Ouh. Et oui, Henri III profitait du charivari pour trousser le jeune garçon. Donc, du coup, personne n'est épargné, pas même la royauté. Et évidemment, ce genre de fête reste. Ce genre de fête reste parce que 18e et 19e siècle,
c'est le plus grand bouleversement qu'on ait connu, c'est la révolution industrielle. Or, où vont les paysans qui n'ont pas de terre ou qui n'ont pas de travail? Ils partent à la ville. À la ville, il y a des usines. Mais ce sont des déracinés, surtout au début de la révolution industrielle. Ils ne sont pas des citadins, ils ne sont plus des paysans, et d'ailleurs, même s'ils retournent régulièrement au moment des moissons ou des vendanges, on leur rappelle qu'ils ne sont plus du pays. Et donc là aussi, ils ont besoin de faire des fêtes. Et ces fêtes, eh bien, elles correspondent à la fois à cet exode rural qui est très massif, et quand on arrive en ville, il y a un deuxième phénomène qui arrive, qui est la déchristianisation. La révolution industrielle, et a fortiori surtout le 19e siècle, c'est le moment des missions de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on envoie des curés réévangéliser les populations ouvrières parce qu'elles ne vont plus à l'église. Tout simplement parce que quand ils étaient dans le village, l'église, c'était le point de passage obligé. Celui qui n'allait pas à l'église était mis au banc de la société. En ville, et puis il y a une idéologie qui fait son apparition en ville. À partir de 1848, il y a un tout petit bouquin qui commence à circuler, c'est le manifeste du Parti communiste. Et en même temps que ça, il y a la naissance, tout doucement, en 1895, fondation de la CGT. Où on dit, vous êtes gentil, on vous promet un monde meilleur dans l'au-delà, essayez d'avoir déjà des meilleures conditions ici-bas. Et donc, la population se déchristianise. Et en même temps, cette population, elle a besoin aussi de satisfaction immédiate. C'est pour ça que beaucoup de fêtes, comme dans les villes du Moyen-Âge, il y avait des fêtes de corporation, ces fêtes se transforment aussi en excès et en espèce de carnaval. C'est notamment une fête qui a disparu à Lille, qui était la fête du broclé. Le broclé, c'est le petit fuseau qu'on utilise pour faire de la dentelle sur les carreaux. Bon, c'est vrai que ça a disparu au 19e siècle avec les livers, qui font de la dentelle au mètre, en veux-tu, en voilà, hein, comme à Calais. Et on fait des fêtes, on fait des processions, on va, notamment à Lille, on va du côté d'Oisem, à la Nouvelle Aventure. Et alors, sous le Second Empire, on est obligé de réglementer parce que les ouvrières arrondissent leur fin de mois. Comme on dit en flamand, ils vont jouer à catch-spell dans les remparts. Oui, car Lille, en plus, c'est ville de garnison. Ah, mais ce système-là, l'ouvrière qui arrondit ses fins de mois, on a les rapports des notables du Second Empire à Lille, ça commence à l'âge de 9 ans. Hein, parce que ça commence en même temps que l'âge où on va travailler. Et donc, les ouvrières ne sont pas du tout, pendant la fête du broclé, pour élire la meilleure rosière, hein, une niette chaisière d'église. D'ailleurs, elle donne le tempo de la fête, puisque dans les usines, dans les filatures, c'est un personnel essentiellement féminin. Et donc, ça se défoule. Quand cette fête tombe en désuétude, tout simplement, quand les filatures lilloises ont fini par fermer. Il est hors de question de fêter le broclé à Lille, tout simplement parce qu'il n'y a plus de filature. Alors évidemment, on ne fait pas que boire, on ne fait pas que se distraire dans les casemates du rempart de Lille, on joue. Ah oui, mais quand on joue, généralement, surtout en plus s'il y a du vin, les esprits s'échauffent. Donc, le jeu est interdit. On n'a plus le droit de jouer pendant ces fêtes. Les échevins, qui sont donc l'ancêtre des conseils municipaux, les échevins sont obligés de légiférer, alors qu'au départ, c'était l'Église qui édictait sa loi. On passe donc d'un transfert, très rapidement, on passe d'un transfert de l'autorité spirituelle à l'autorité temporelle, les fameux pouvoirs de justice, police et d'attendance. On interdit le jeu, parce qu'évidemment, la querelle, quand on est masqué, qu'on est armé, ça peut tout de suite déboucher sur du grabuge, sur du vilain. Donc, pendant ces jours-là, on interdit de porter le masque, on interdit le port de l'épée, on interdit le port du bâton, et donc, forcément, comme c'est un moment de débordement, eh bien, le carnavaleux,
celui qui fait carnaval, celui qui fait le Mardi Gras, il est automatiquement désigné comme le fauteur de troubles, comme le créateur, le provocateur de tapage, de violence. Et ça, par exemple, à Dunkerque, eh bien, on légifère en 1676. On n'a pas le droit d'être grimé, d'être masqué, à partir de 1676 pour le carnaval. Alors, il y a des moments, effectivement, on interdit le carnaval. Le carnaval est un phénomène religieux, catholique. Eh bien, on l'interdit de 1790 à 1798. Comme par hasard, la fameuse période où les révolutionnaires ont tenté de remplacer la notion de Dieu par la notion d'être suprême. Pratique, fourre-tout, personne ne va se quereller sur un sujet théologique, sur une interprétation du texte. D'ailleurs, dans le culte de l'être suprême, il n'y a pas de texte. C'est très très simple. Oui, mais du coup, on fait le culte de la raison. La fameuse déesse raison de Robespierre. Ah bah oui, mais du coup, mais le Mardi Gras. Ah non, le Mardi Gras, ça va le carême. C'est catholique. Ben oui. Donc il n'y a plus de Mardi Gras pendant 8 ans. Alors après, évidemment, quand il reprend, on reprend exactement la législation et on édicte des autorisations plus ou moins bien ficelées et qui reprennent très rapidement les mêmes termes d'année en année. Le carnaval, normalement, il est réglementé par un arrêté municipal. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend quasiment les mêmes termes du code pénal, qu'il est interdit de prendre des déguisements de nature à troubler l'ordre public ou blesser la décence ou les mœurs. Ouais. De porter aucun insigne, aucun costume ecclésiastique ou religieux. Ah oui. Normalement, vous n'avez pas le droit de vous déguiser en moine pour la lande. Alors, je me rappelle du temps où M. Delattre était maire de Coupe-Carcobranche. À chaque mois de carnaval, il le rappelait. Alors, d'apostropher qui que ce soit par des invectives, des mots grossiers ou provocations injurieuses, de s'arrêter pour tenir des discours indécents et provoquer les passants par des gestes ou paroles contraires à la morale, de jeter dans les maisons, dans les voitures et sur les personnes des objets ou substances pouvant causer des blessures, endommager ou salir les vêtements. Voilà normalement ce qu'on retrouve en substance dans les arrêtés municipaux qui réglementent le carnaval. Enfin, vous me direz bien, on reste toujours dans le domaine de la transgression. Quand on regarde quand même la plupart des déguisements du carnaval, on est loin de ce texte. Mais on est toujours dans ce domaine de transgression. Alors, reste à parler donc du carnaval de Flandre littorale et de Dunkerque. Parce que quand on pense au carnaval en Flandre, on pense à deux types de carnaval. On pense à celui de Dunkerque, et je vais faire payer des droits, ma pauvre. Alors, on pense à celui de Dunkerque, puis souvent on pense à celui de Bailleul. Ah bah oui, Bailleul, très différent. La population suit le cortège des géants. Mais les géants déambulent dans tout Bailleul. Il n'y a pas de cheveux. Il y a des balles, par contre. Bon, mais on est très loin de celui de la population de Nice, du carnaval de Nice, pardon, qui n'est quasiment qu'un défilé de géants. Les gens ne participent pas. Il n'y a que Québec et Dunkerque où la population la population, on va dire, participe du début à la fin. Bon, on veut bien qu'elle participe au début parce qu'à la fin, elle n'est plus vraiment en état. Mais à Dunkerque, on reste toujours dans la même typologie de la fête médiévale. D'ailleurs, franchement, quel dommage qu'il n'y ait plus de rideau au Cursal. Quelqu'un qui a testé. On savait très bien ce qui se passait derrière les rideaux du Cursal. N'est-ce pas? J'ai trouvé un connaisseur, superbe. Madame est là Elle était au courant? Ouf, ça va. Bon, encore un qui va pas boucher dans sa voiture ce soir, c'est déjà bien. C'est vrai, il faut l'avouer,
Moi aussi j'ai fait carnaval, moi aussi j'ai testé les rideaux du Cursal avant la rénovation. Bon, alors, à Dunkerque, par contre, il y a un petit truc, c'est le fameux Reuse. Le Reuse, il est dissociable. Mais le Reuse ne parcourt plus toute la bande. Maintenant, il fait hôtel de ville, plage en bras. Ah oui. Mais ce fameux Reuse, là aussi, on est toujours dans le domaine du religieux. Même si, pour la plupart des gens, le Reuse, c'est un géant, comme il y a des géants dans quasiment toutes les villes de Flandre. Il y en a même un à Saint-Paul. Bon, il ne sort pas beaucoup, et il y en a un à Saint-Paul. Bon, c'est sûr que Manoche ne peut pas galoper beaucoup, mais bon. Mais d'où vient le géant de Dunkerque? Douai, on le sait. Douai, c'est Gaillan, c'est Saint-Maurent, le fondateur de Douai. Tous les géants ont une racine historique. À Dunkerque, la tradition veut que, à l'époque où Saint-Éloi, le fameux orfèvre de Dagobert, on avait les invasions normandes, avec un guerrier qui s'appelait Halloween. Tiens, c'est bizarre, Halloween. C'est aussi une fête, avec une autre graphie, bien entendu, et c'est un nom qui rappelle étrangement une fête païenne. Normalement, c'est la fête de Samain. Et il descend de son bateau sur la plage de Dunkerque, déjà, faut avoir envie, et il s'envole sur son épée, et il se blesse. Et les Dunkerquois, au lieu de tailler en pièces, le recueillent, le soignent, alors qu'ils ont, passez-moi l'expression, une trouille bleue de ces géants venus de la mer, parce qu'ils enlèvent les femmes, pillent les églises et mangent les enfants. Bon. Et là, tout d'un coup, Saint-Éloi arrive. Coucou, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Il convertit Halloween. Halloween devient le protecteur des Dunkerquois. Donc, il empêche les autres, ses anciens compatriotes de venir à Dunkerque. Puis il finit par mourir. Et donc, les Dunkerquois, parce qu'ils ne sont pas bêtes, c'est des Dunkerquois, ils tressent un mannequin d'osier qui vont placer sur le rivage, à la fois pour honorer le géant qui les a protégés, parce que c'est vrai que la population, ils étaient plutôt ras du gazon par rapport aux Nordiques. C'est à l'époque de Saint-Éloi, la taille moyenne c'est 1,60 m. Charlemagne c'était 1,80 m, mais c'était une exception. Et cette époque-là, on n'est pas très grand, on ne mange pas très bien du pain et des fers. C'est très important. Moi j'ai lu par exemple ce midi, vous voyez l'histoire de l'alimentation, les Chinois, les soldats chinois ne savent plus rentrer dans leur char d'assaut. Ils ont grandi de 2 cm, ils sont élargis de 5, donc ils ne peuvent pas rentrer dedans. Donc vous voyez, nous on le voit bien avec les enfants, avec ce qu'on leur donne, on peut même plus voir, on a un ado, on peut lui mettre une baffe parce qu'il faut lever la main. Et donc, on fait ce géant. Bon, mais il y a un petit problème, c'est que ça reste quand même du domaine du merveilleux parce que à l'époque de Saint-Éloi, Dunkerque n'existait pas. Si Saint-Éloi était venu à ce moment-là, il aurait été nageur chez Cousteau, puisque Dunkerque est sous l'eau, et que les seules zones émergées, c'est l'Aune plage et la Panne, qui sont des îles. Mais il faut bien trouver une explication. Et donc ce géant, eh bien, il devient le symbole civil, pas religieux. Parce qu'à la limite, si ça avait été un symbole religieux, on aurait fait un géant de Saint-Éloi. Or, Saint-Éloi, c'est juste la paroisse principale de Dunkerque. Même si le regroupement des paroisses, c'est la paroisse Saint-Gilles, l'église principale de Dunkerque, c'est Saint-Éloi. Or, on fait une représentation d'un géant qui est militaire, guerrier, d'ailleurs, un peu la mode de la gravure, la représentation des empereurs romains du XVIIe, XVIIIe, très loin de la réalité, et c'est un laïc. D'ailleurs, il y a très peu de géants qui soient des religieux. Il doit avoir, je crois, c'est celui de Rubruck. C'est le fameux Guillaume. Ah oui. On
va remarquer que les géants, il n'y a pas de prêtres, il y a des femmes, mais il n'y a pas de prêtres. Alors, il est présent à tous les événements. On pense que finalement, il apparaît vers 1550. Au début, il est porté, puis après, on le tracte. Et il est là à tous les grands événements. Il est là notamment quand il y a les processions des veuves d'Islandais. Il est là à l'inauguration du chemin de fer, quand on inaugure, quand Napoléon III vient inaugurer le chemin de fer. Et très rapidement, eh bien, on lui donne une femme, parce que un géant célibataire, ça ne le fait pas. Et puis on lui donne des enfants. Et vous avez remarqué quand même qu'il est prolifique. Hein. Ça, au niveau alloc, il doit toucher. Et là, on a une famille de géants. Et cette famille de géants, comme par hasard, quand est-ce qu'on la sort? On la sort au carnaval. C'est pas compliqué, cette photo-là, elle a été prise place de la mairie. Et puis petit à petit, on en rajoute. Hein. Ah, il y a encore le dernier, là, je ne sais plus son nom, mais on a encore le dernier. Donc, de plus en plus de géants, et ça reste typiquement dans la région, dans la logique. Il ne déambule plus, il va juste aller de la mairie à la place Jean-Bart. Ben oui, parce que il faut quand même revenir à ce fameux carnaval. Imaginez bien que, ici, eh bien, ce carnaval va, je le rappelle, aller au-delà du simple contexte d'Aquerquois. Il perd même sa signification. Au départ, ce sont pour les pêcheurs. Eh oui. D'ailleurs, on dit bien, hein, on parle de la bande des pêcheurs, la pêcheur-bande. Or, il y a belle lurette qu'il n'y a plus de pêcheurs. D'ailleurs, si mes comptes sont exacts, il doit y avoir actuellement 8 patrons pêcheurs à Dunkerque. Donc, en théorie, le carnaval aurait dû s'éteindre avec la pêche à Islande. Or, on est dans le mouvement inverse, puisque comme je le disais en préambule tout à l'heure, on se retrouve même parfois dans des villages, ils n'ont jamais vu un pêcheur, mais ils ont une bande et un bal. Et que de 2 mois à peu près officiellement, on peut compter sur 4 mois de carnaval avec les bals qui sont avant le chat noir, et puis les bals qui se terminent après la période officielle. Si ça continue, on aura carnaval 12 mois sur l'année. Bah oui, il faut quand même l'avouer. D'ailleurs, je ne comprends même pas, d'ailleurs, il y a des villes qui ont un carnaval d'été. C'est quand même un peu paradoxal. Il y a des villes qui ont un carnaval d'été. Donc, du coup, ce fameux carnaval ne concernait au départ que les Islandais. Alors, les Islandais, bien évidemment, normalement, font carnaval le mardi gras. Pourquoi? Parce que la campagne commence le mercredi décembre, avant de partir. Au moment où ils ont le repas qui est fourni, qui est offert, le banquet fourni par l'armateur, la moitié de la solde, et de partir pour 6 à 8 mois, du côté du Labrador et de l'Islande, d'ailleurs parfois même pour ne jamais revenir. D'ailleurs, et comme dans les usines, en embarquant des mousses de 8 à 9 ans. En sachant que, en Islande, il y a pas mal d'Islandais et d'Aquerquois qui y sont enterrés. Parce que quand on partait avec une goélette islandaise, il n'y avait pas de moyens médicaux, il n'y avait pas de moyens de radio, et qu'au départ, les balles philanthropiques, c'était pour les œuvres à la mer, c'est-à-dire pour pouvoir payer des bateaux hôpitaux. Or, les Islandais, les marins islandais partent pour des campagnes au début du carême, il faut donc qu'ils se défoulent, puisqu'ils vont se retrouver sur des goélettes, bateaux, je le rappelle, de petite taille, qu'on ne pêche pas au chalut, mais qu'on lance une ligne, et qu'en général, d'ailleurs, si on n'est pas sur la poupée, on est sur une doris, barque à fond plat, sur une mer, ça ne tient pas tellement, et que souvent les doris sont perdues dans le brouillard, parce que quand on est au ras de l'horizon, on ne va pas très loin. Et donc, de ce fait-là,
Ils partent aussi en sachant que si la campagne sera mauvaise, ils n'auront pas la deuxième partie de la solde. Doit-on rappeler qu'au début du XXe siècle, il y a eu des souscriptions nationales, parce que dans les ports, chez les marins pardon, de Grand-Fort et de Petit-Fort-Philippe, il y avait des famines parce qu'ils ne pouvaient rien ramener. Et quand on part pendant 8 à 9 mois, pendant 6 à 8 mois, eh bien on se défoule avant de partir, parce que il faut quand même ne pas oublier que la vie du marin islandais est une vie de chien. C'est réellement une vie de chien, puisque on traite la morue directement sur le pont du bateau, qu'il faut l'ouvrir, la vider, l'écailler et la saler. Ce qui veut dire que les mains sont avant tout des plaies, toujours au contact de l'eau de mer. Mettez de l'eau salée sur une plaie, et en plus, il fait froid. Donc, il faut bien se défouler. Résultat, une vie dangereuse, mal payée. Bon, avec parfois des conséquences, on va dire familiales. Je pense que je peux parler de Cécile Bonne, cette dame que ma famille a connue au Fort Philippe, qui a quand même eu 22 gosses. Bah oui, le mari était marin-pêcheur, il partait pour des campagnes comme ça. Quand il revenait, paf, 22 enfants. Ah bah ouais. Déjà, avec un ou deux, on en a du mal. Imaginez bien, 22. Et donc, du coup, des conditions de vie extrêmement précaires, où l'on se défile, et donc, on peut effectivement associer cette fête, cette bande des pêcheurs, on peut l'associer au même rythme de fertilité que les Lupercales, que les Saturnales, que les Dionysies, non pas de demander finalement une bonne production au niveau de la terre, mais d'avoir une bonne pêche. C'est exactement la même chose. Mais là aussi, ça reste un comportement qui est induit profondément dans l'inconscient collectif, exactement comme c'est ancré dans l'inconscient collectif que quand on se marie, on met l'anneau à ce doigt-là, que jusqu'à une période très récente, encore quoi que dans certains villages on le fait encore, quand on se marie, on porte la mariée au-dessus du seuil de la maison. Ouais, parfois c'est l'inverse, ça dépend du poids de la mariée. Ah bah oui, à certaines qui sont robustes. Et exactement comme le sapin de Noël. Le sapin de Noël, c'est un rite païen, ça n'a rien de chrétien. Ça n'a strictement rien de chrétien, c'est un rite de fertilité germanique. Le sapin de Noël est arrivé avec l'annexion d'Alsace-Lorraine par les Allemands au traité de Francfort en 1872. Il n'y avait pas de sapin de Noël avant. D'ailleurs, même le Père Noël, je vous rappelle que jusqu'à une période très récente, c'était pas le Père Noël qui apportait les cadeaux, c'était Saint-Nicolas. Ah ouais, différent, hein. Et Saint-Nicolas aussi, on pourrait en dire des trucs sur lui, hein, parce que c'était pas un triste. Et exactement comme la grève de la faim. La grève de la faim, ça date du haut Moyen-Âge en Irlande. Le haut Moyen-Âge, je vous rappelle, il se termine au Xe siècle. Ça n'a rien de neuf, ça n'a pas été créé par les indépendantistes irlandais des années 80. Et donc, tout ça sont des choses qui sont parfaitement inconscientes, qui sont ancrées parce qu'elles viennent du mode de pensée que l'on a gardé malgré la christianisation, on l'a gardé dans l'inconscient collectif. Alors évidemment, on va se défouler. De toute façon, on sait qu'on va partir pour quelque chose de difficile. Alors vous le savez très bien, on oublie pendant le carnaval toute notion religieuse. D'ailleurs, il y a bien une chanson dans le carnaval qui demande, qui dit « Où serons-nous au mercredi des cendres ?» Alors que normalement, au mercredi des cendres, on est censé être à l'église. Hein? Avoir une petite croix là en cendres sur le front, genre marqué. Bon. Or, la chanson, elle ne dit pas ça. Elle parle des bistrots et des restos. Comme par hasard, on oublie la dimension religieuse, mais quand on va voir
Et je dois quand même le dire, au carnaval, c'est pas des glaçons. On va chez le particulier qui habite, et comment ça s'appelle? La chapelle. Bon, d'ailleurs, la chapelle, ça a toujours eu un sens très ambigu, parce qu'en Flandre belge, c'est comme ça qu'on appelle les maisons closes. Non, c'est vrai. Et j'en ai vu une fois en allant faire une campagne photo, où il y avait effectivement, il y avait la maison close, et dans le mur, il y avait une chapelle avec une statue de saint, des cierges et tout. C'est directement du producteur au consommateur. Vous sortez, vous avez péché, vous allez vous faire pardonner. Le flamand est quelqu'un de pragmatique, il faut l'avouer. Mais vous allez voir chez l'habitant, c'est une chapelle. Sincèrement, je ne vois pas dans les chapelles, enfin du temps où j'y allais, ça remonte à loin. Maman est là, je ne peux pas tout dire. Je suis désolé, vraiment. Mais sincèrement, vous les voyez en prière et contemplation dans les chapelles? Ou alors devant une salamandre? Mais la chapelle, tiens, comme par hasard, on fait chapelle. Mais on n'est pas dans le sens religieux. Et puis, bien évidemment, il y a des phénomènes. Il y a un petit phénomène qui est très sympathique, ce sont les philomènes. Ça revient, à un moment donné, ça avait un petit peu disparu. Mais ça revient. Mais qu'est-ce qu'il fait, le philomène, pendant la bande? Hein? Il fait l'intrigue. D'accord? Et puis souvent, moi j'avais trop aimé ça, parce que souvent, sous couvert du masque, on glisse une bonne vacherie. Hein? Bon, tiens, c'est bizarre. Encore une fois, quelque chose qu'on retrouve dans les fêtes médiévales, dans les fêtes romaines, pardon. Alors évidemment, comme dans les fêtes médiévales et romaines, le pêcheur à Islande, et puis après tous ceux qui en profitent, parce que la ville n'est pas que composée de pêcheurs à Islande, eh bien la société, elle va oublier que dans les périodes difficiles, on va à la petite chapelle, on met un ex-voto, on met une petite plaque, mais je ne suis pas persuadé que le jour du dimanche de la bande de Dunkerque, on s'arrête à Notre-Dame-des-Dunes. C'est pas le lieu, c'est pas le moment. Il y a des fêtes pour ça. Il y a le 15 août. Mais le 15 août, c'est pas le carnaval. Donc du coup, on n'est pas dans le domaine, au moment du carnaval, de la religiosité, c'est-à-dire la manifestation de l'expression religieuse, et on n'est plus non plus dans le domaine de la religion, parce qu'on a oublié qu'en fait, si on fait le Mardi Gras, c'est parce qu'on va rentrer dans le carême. De toute façon, sincèrement, et je vais faire du mauvais esprit, nous sommes dans un pays, on va dire dans un État qui s'est très largement déchristianisé, et je me rappelle d'une réflexion que j'avais faite à l'époque où j'étais au conseil municipal de Saint-Paul, où l'adjoint au culte tannait le maire pour qu'on repeigne le cœur de l'église Saint-Benoît. Et je le regarde et je fais, mais enfin Guy, tu vas pas souvent à la messe? Une bonne grippe, une bonne canicule, tu fais fermer la maison. Il n'y a quasiment plus personne dans les églises. Oui, les gens vont pour les grandes fêtes. Ils disent, ah oui, c'est guichet fermé pour Noël et puis pour la messe de Pâques, mais nous sommes dans un pays qui s'est très profondément déchristianisé, ou du moins qui a fait évoluer le christianisme en forme d'habitude. C'est pas nécessairement parce qu'il y a crucifix dans la maison qu'on est chrétien et qu'on va à la messe. Et d'ailleurs, même l'organisation de l'Église catholique elle-même a beaucoup changé. Les habitudes ont beaucoup changé ces 30 dernières années. Donc, du coup, on n'est même plus dans la religion, on est dans le moment où il va falloir se défouler. Oui, mais maintenant, alors se défouler, ça va être difficile. Alors oui, effectivement, comme dans les fêtes antiques, il y a toujours des surveillances, on s'habille en femme. Et c'est vrai que, parfois, on a des surprises. C'est du vécu. Un jour, j'ai des amis qui me disent, si on a vu un de tes collègues au bal. Ah ouais? Oh, il a embrassé une femme. Oh, bon, je sais bien, c'est amour. Oui, mais c'était pas sa femme. Ah ouais, c'est embêtant. Ouais,
Ouais, mais quand on a regardé de plus près, c'était pas une femme. Et donc, du coup, on transgresse exactement comme dans les fêtes romaines. On va s'habiller en matante, les femmes vont s'habiller en homme, les hommes vont s'habiller en femme. Ça laisse d'ailleurs parfois de sacrées surprises le lendemain matin, où on se promet de ne plus jamais voir. Et puis, là encore une fois, on va revenir à des vieux souvenirs. Vous voyez, par exemple, il y a des personnages qui sont en passe de disparition dans le carnaval. C'est les Noirs. Ah ouais. Vous n'avez pas vu l'histoire avec Kiabi? Ça, c'est aujourd'hui. Revenez au temps de la préhistoire, déguisez-vous en Zoulou. Résultat, ils ont levé les pubs et ils ont viré les costumes des magasins Kiabi. Haribo arrête la production de bonbons noirs parce que c'est raciste. Mince! Dans les fragibus, c'était les meilleurs. Et il ne va plus rester grand-chose. Hein. Donc déjà, on sait, finalement, si ça continue, les Noirs, il n'y aura plus. Ouais, mais moi, ça me pose un petit problème, parce que, regardez, vous regardez la bande. Combien d'hommes sont déguisés en femmes? Combien d'hommes sont déguisés en femmes? Pratiquement, les 2/3 des hommes dans la bande sont déguisés en femmes. Bah oui, mais avec le collectif La Famille pour tous, et avec l'histoire sur la théorie du genre, ça va pas poser un problème? Un homme qui se déguise en femme? Ah, quelle horreur! Bon, ceci dit, on n'oublie pas que Dunkerque, on est flamand, avant d'être dunkerquois, et on garde bien toujours ce moment de débridage. Hein. On fait toujours ce que je disais tout à l'heure, ce rôle de catharsis, on va évacuer. Et c'est à plus forte raison qu'effectivement, en plus, en ce moment, les temps sont très durs, donc on évacue un maximum. C'est peut-être pour ça que le carnaval n'est plus aussi intéressant que ça, et on doit se poser quand même des questions. Il y a des moments où le carnaval est un moment de cohésion. Il y a eu 2 guerres mondiales. Pendant les 2 guerres mondiales, il n'y a pas eu de carnaval à Dunkerque. On s'est rattrapé en 1946. Mais il n'y a pas eu de carnaval pendant les 2 guerres. Par contre, pendant la guerre du Golfe, et Dieu sait qu'on était loin du théâtre d'opération, tous les ans, on fête l'anniversaire de la bande qui n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de risque d'attentat. Un attentat pendant la bande de Dunkerque? Ah, bon. Alors effectivement, oui, on va évacuer, dans la satisfaction immédiate, on va évacuer les tensions, enfin, on va essayer. C'est un exorcisme des peurs sociales, et puis en même temps, on esquive les responsabilités. Sous prétexte qu'effectivement, on est masqué, on est déguisé, vous vous faites taper dessus, vous allez au commissariat, comment il était? Ben, il était déguisé. Ah bah ouais, ça va aider. Donc effectivement, certains utilisent les mêmes débordements que dans les Lupercales. D'ailleurs, j'en reviens toujours à la même problématique. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier à la bande de Tétéghem? Or, on sait qu'il y a des bandes où on ne fait pas que s'amuser. Donc, le problème, effectivement, vient là. Ceci dit, l'espoir n'est pas perdu. L'espoir n'est pas perdu parce que cette cohésion, elle se fait, malgré tout, dans la population et puis en même temps comme un phénomène de conservation de la mémoire. Les chansons du carnaval, notamment, elles font autant référence à des grands événements qu'à des petites anecdotes, sans lesquelles la belle lurette on aurait oublié. Hein? Bon, remarquez, moi je sais déjà plus ce que j'ai mangé ce midi. Et bien là, on fait une cohésion. Puis on fait une cohésion autour de qui? Bon, on fait une cohésion autour de Jean Bart, enfin à Dunkerque. Parce qu'il y a le statut de Jean Bart à l'État Dunkerque, officiellement. Hein. Bon, c'est vrai, il y a l'esquisse qui est au musée des Beaux-Arts, plus la première statue, qui était un buste, et puis le musée de David d'Angers, qui est dans le centre de la France, à l'autre esquisse. Des statues de Jean Bart, il n'y en a pas des masses. Mais si vous allez à Saint-Paul, si vous allez à Rosendal, si vous allez à Le Fracouc, par quoi se termine le Rigaudon? Il se termine par la cantate à Jean Bart. Enfin, Jean Bart, ça reste quand même l'arbuste qui cache la forêt. Hein. Parce que finalement, on a besoin d'avoir un repère
Et on prend qui? On prend Jean Bart, c'est vrai, carrière extraordinaire, et il est vrai aussi un des rares roturiers anoblis par le roi. Il y a belle lurette que Louis XIV n'anoblissait plus pour des faits d'armes. On anoblissait par l'achat des offices. Un notaire, un huissier, un avocat était noblesse de Rome par achat. C'est le roi qui fait la noblesse. Mais on se rassemble autour de Jean Bart. Mais Jean Bart, bien évidemment, on sait tous ce qui est au cœur du personnage, mais aussi ce qu'il représente. Le scandale, moi je me souviens du scandale quand on a creusé le parking de la place Jean Bart, il a fallu déplacer la statue, d'accord? Et là, il y avait, je me rappellerai toujours, 2 personnes âgées à côté de moi. Ouah, gars, t'as vu? Même les Boches, ils n'auraient pas fait ça. Et moi, je regardais ce trou qu'on allait creuser sur plus que les 2 étages, parce qu'il fallait faire les fondations, dans du sable, pissard, gorgé d'eau, et j'imaginais la statue de Jean Bart sur une colonne de sable humide. Et il y avait des gens qui étaient outrés, parce que les Allemands, effectivement, n'ont jamais fondu cette statue, contrairement à beaucoup d'autres qui étaient à Dunkerque, qu'elle a résisté à tous les bombardements, à la foudre, pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un obus 380 qui, en 17, est tombé sur la place Jean Bart. Tous les pavés ont volé aux alentours, la statue n'avait pas été touchée. Grâce divine. Et là, on avait osé bouger la statue. On l'avait fait descendre de son Zelch. Ça aussi, c'est un truc qui me manque. Pourquoi est-ce qu'on a mis des barrières alors qu'on était si bien sur le Zelch à Jean Bart? L'époque entre copains. Bon, il y a des choses comme ça qui se perdent, malheureusement. Et parce que je peux vous dire que la rambarde est quand même moins confortable. Et donc, on va aller autour de Jean Bart. Mais c'est amusant, cette cantate. Elle a été intégrée à partir du 7 septembre 1845, quand on a inauguré la statue de Jean Bart devant l'amiral Prince de Joinville. C'est donc quelque chose de très récent. Et donc, du coup, on commence à renouveler. Et dans le renouvellement, vous le savez très bien. Ah oui. Ah, Jean. Copinard. Tout d'un coup, on va chercher un cantique anglais, Amazing Grace, on lui colle des paroles sur Copinard, et ça devient la 2e chanson culte du carnaval. Donc, le carnaval est capable de renouvellement. Et évidemment, on garde toujours un certain décorum. Quand je parle de conservatoire de mémoire, ce sont les tambours majeurs. Les tambours majeurs sont tenus de tambours majeurs de la garde impériale. Ce qui est quand même bien quand on sait que Napoléon Ier ne supportait pas Dunkerque. Il n'aimait pas Dunkerque en plus, vraiment. Et donc, on a là des uniformes de la garde impériale. Et la plupart des chansons du carnaval sont des marches napoléoniennes. Tiens, c'est bizarre. Bon, c'est pas si bizarre que ça quand on sait que finalement, c'est sous l'empereur qu'a eu lieu la plus forte proscription de l'histoire de France. À part 14-18. Mais jusqu'au 19e siècle, ça a été lui qui a envoyé le plus de gens à l'armée, qui a eu le plus de conscrits. Donc du coup, on garde ça. Et ça vient d'ailleurs d'un renouvellement qui vient de l'extérieur. Parce que, quel a été le phénomène marquant ces 3 dernières semaines? Ça a été le retour des proutes. Ah oui. Bon, tant qu'on n'a pas les chansons de Patrick Sébastien pendant la bande, ça ira. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? J'ai su que dans certaines bandes, on commençait à la chanter. Donc ce carnaval se renouvelle, alors que d'habitude le carnaval se renouvelle de l'intérieur, maintenant il se renouvelle par le biais de disques, de CD, de groupes, qui sont des groupes constitués. Et Dieu sait que maintenant il y en a un paquet, on peut prendre 2 heures pour faire la liste. C'est vrai que ça ne vient pas très cher de produire un CD. Hein. Quand on connaît un petit peu le coût de revient d'un CD, c'est pas très très cher. Mais il y a, on va dire, 15 ans, on n'entendait aucune chanson des proutes
dans le carnaval. Or, maintenant, ça occupe pratiquement un tiers du répertoire. Donc, il se renouvelle. Alors, évidemment, ça empêche que la fête disparaisse. Parce que quand on a la chance de tomber sur les anciens carnets de chants, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de chants qui ont totalement disparu. Et que d'ailleurs, je dirais, plus personne ne serait capable de les rechanter maintenant. Donc, oui, effectivement, on peut se poser... On peut se poser la question donc de ce que va devenir le carnaval. Alors le problème du carnaval, c'est de savoir est-ce qu'il est victime de son succès. Je vais vous faire une réponse de Normand, ce qui est embêtant pour un flamand, c'est oui et non. Oui et non parce qu'il y a quelque chose qui dessert la cause du carnaval, à mon sens. Personnel, hein, c'est moi que ça engage. C'est qu'on a beaucoup trop médiatisé le carnaval de Dunkerque. Beaucoup trop. Moi, c'est comme un de mes copains qui me disait qu'il est breton, il dit « Je ne dis jamais qu'il fait bon en Bretagne parce que sinon les touristes ils vont débarquer. On ne sera plus chez nous. » Et on a beaucoup trop médiatisé le carnaval. Dans les années 80, on avait des vedettes de la télé qui venaient au Cursal, mais ils ne venaient pas déguisés, ils occupaient les tables des bars à champagne. J'ai le souvenir des Carlos, Stéphane Collaro et compagnie qui venaient. Et ils ne participaient pas. Et donc, on a eu le droit à une surmédiatisation ces 20 dernières années avec des gens qui se sont incrustés, qui n'avaient, à mon sens, personnellement, rien à faire là. Parce que si le carnaval, on reste dans l'esprit du carnaval de Dunkerque où tout le monde participe, ces vedettes ou pseudo-VIP, comme j'ai l'habitude de les appeler, on n'aurait pas dû les reconnaître. C'est comme une bonne action. Une bonne action, on n'en parle pas. On l'a fait, mais on n'en parle pas. Or, ces gens-là se sont tapés la cruste. Comme ça que disent les jeunes. Puis, quand le carnaval de Dunkerque leur est passé de mode dans les petits cénacles parisiens, ils sont partis ailleurs. Donc, on a le droit à avoir de superbes reportages. Je me rappelle surtout d'un fameux reportage de Canal+. Honteux. Où on avait le droit à une dame, fort gentille, à genoux devant la photo de Copinard, en train de prier à Copinard en disant que c'était son Dieu. On a eu des titres dans la presse qui étaient « Carnaval de Dunkerque, défilé de haute biture ». Bon. Puis après, on a eu des films. Ça, là. Oh oui, pas terrible. Vous êtes généreuse. Franchement, j'aurais pu, parce que je l'ai vu passer à la télé, j'aurais pu faire comme certains films, c'est-à-dire le regarder en accéléré. Je n'ai rien vu dans ce film qui corresponde au carnaval. J'ai vu un monceau, pas si mon expression, un monceau de conneries ignobles. Et donc, ça passe mal. Alors, il y a effectivement très peu de choses, mais tout est fait pour attirer le chaland. Alors, évidemment, une fête comme ça, ça attire du monde. Ça attire du monde, et ça attire du monde qui n'a pas nécessairement les codes. Alors, je me rappelle il y a quelques années, des groupes, des associations de carnavaleux qui ont fait déguerpir la société Ricard, qui venait faire des distributions de Ricard à 8h du matin. Or, on sait que normalement, ce n'est pas vraiment une boisson d'ici. Mais si c'est pour distribuer de l'alcool gratuitement, pour après qu'on se plaigne qu'il y ait des débordements liés à l'alcool, cela ne pose-t-il pas un léger problème? On a eu plusieurs tentatives d'incruste de la part de sociétés commerciales. Or, vous l'avez remarqué, sur les abords du défilé, il n'y a pas vendeur de ballons, il n'y a pas vendeur de chouchou, il n'y a pas de papa, il y a juste des bars. Or, ça, c'est un phénomène qui, moi aussi, en tant que Dunkerquois, mais pas en tant que carnavaleux, je vous dis, c'est 30 ans que j'ai arrêté. Le carnaval, personnellement, pour moi, demain, ça s'arrête totalement. Ça me fait ni chaud ni froid. Sincèrement. Dommage pour les carnavaleux, mais moi j'ai vu passer. Tiens, j'ai mis en panne. Ça y est, il me fait un caprice. Alors,
Alors, le problème est le suivant. Alors, peut-on craindre que le carnaval disparaisse? Non. Mais comme vous l'avez vu, je suis désolé, ça va être difficile si l'ordinateur se met en rideau, ce qui est bien la première fois. Pourquoi est-on donc du coup obligé d'avoir une charte du carnaval qui explique comment on se comporte dans le carnaval? Ça pose donc le problème. Maintenant, là aussi où ça pose le problème, et c'est ce qui peut peut-être sauver le carnaval, c'est depuis qu'il y a Internet, il y a un marché noir des places de bal. Moi, j'aurais jamais pensé à ça, personnellement, mais il y a un marché noir de la place de bal. Voilà. Donc, la chose qui, sincèrement, me fait peur, puisque là, du coup, on se demande où on va. Or, il est vrai que si vous voulez, si vous êtes vraiment un acharné, faire plusieurs balles, ça fait mal au puncre. On est d'accord. Donc, la seule manière, à mon sens, où lui, quand je dis lui, le carnaval peut être sauvé, c'est qu'on doit garder l'esprit d'utilité publique qui est l'évacuation de l'attention, qui est l'évacuation, effectivement, de tous ces problèmes que les gens ressentent et n'osent pas ou ne peuvent pas exprimer. Mais à mon sens, il faut le faire entre nous. C'est l'esprit du village gaulois, Astérix. Arrêtez d'en faire la promotion à l'extérieur. De toute façon, moi-même, je suis très étonné, vu la foule qu'il y a, qu'il n'y ait pas eu de mort pendant le cortège. Moi, je me demande, le jour où il y a un accident dans la bande, comment font les secours pour intervenir. Donc, on doit arrêter, à mon sens, pour revenir aux vraies valeurs du carnaval, arrêter d'en faire cette promotion, puisque c'est d'ailleurs le seul moment dans l'année où je crois que vous l'avez dû le remarquer, on défile à Dunkerque sans qu'il n'y ait aucune revendication sociale, aucune revendication politique. C'est vrai. Aucune revendication économique et aucune demande religieuse. Il n'y a rien. C'est le seul gros moment de fête à Dunkerque. Et donc, de ce fait-là, pourquoi accepter finalement que ce moment de fête, qui au départ était purement folklorique, réservé à une seule catégorie de la population, se soit étendu à toute la population, mais si ça continue, on va voir toute la France qui va débarquer, avec des gens, déjà on a des jeunes d'ici qui ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre les codes du carnaval. On commence à la fin de la bande, mais quand on a un strat de 16 ans, on ne peut pas prétendre être à la première ligne. C'est difficile. Et donc, de ce fait-là, il faut à la fois éduquer, mais attention, je ne suis pas pour qu'on l'éduque à l'école. Je crois qu'on a autre chose à faire dans les écoles. Les familles s'en chargent. Mais de ce fait-là, je crois, sincèrement, il faut revenir à l'esprit du village gaulois, revenir à l'esprit du carnaval dunkerquois au dunkerquois. Je sais, dit comme ça fait un peu bizarre. Hein, on est d'accord, il n'y a pas de... Il n'y a pas de parti pris, hein, rassurez-vous. Mais ça reste le seul moment aussi où à Dunkerque, il n'y a plus de différence entre les gens. Si, la seule différence, c'est ceux qui ont beaucoup de moyens vont dans certains bals et d'autres ne peuvent pas y aller. Parce qu'il y a le prix de la place. On sait très bien que certains bals ont toujours été plus chers que d'autres parce qu'il y a toujours une sélection. Mais de toute façon, je crois que c'est le seul moyen pour que le carnaval ne dégénère pas. Il faut finalement restaurer l'esprit purement dunkerquois, de ne pas attirer sans cesse l'extérieur, parce qu'on a déjà les difficultés pour les jeunes, ou ceux qui n'ont jamais vraiment fait le carnaval, qui n'ont pas été élevés dans ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre que quand vous arrivez au Cursal, vous avez des gens qui veulent faire le forcing pour aller à un bal masqué sans être costumés. Comme je n'arrive pas à comprendre que, effectivement, il me semble, parce que je connais quand même pas mal de jeunes, que les boîtes de nuit soient interdites aux mineurs, mais pas les balles de carnaval.
C'est ça pour moi. Donc moi je crois que ce carnaval peut bien évoluer à la seule et unique condition qu'effectivement, s'il évolue, il doit évoluer dans le sens où on doit réapprendre les codes du carnaval, mais entre nous. Entre nous, effectivement. Et je crois que les gens qui ont de l'âge, parce que moi j'ai des amis qui sont des acharnés, ils m'ont dit cette année je fais 2-3 bandes, pas plus. Ça finit par devenir lassant, et je pense que les gens d'un certain âge ont vu l'évolution du carnaval ces dernières années. Et que, franchement, quand on ouvre le journal au lendemain d'une bande, on évite de prendre le journal, finalement. Alors, je vais rester donc en espérant avoir une note d'optimisme, en espérant qu'il n'y ait pas de débordement dans les prochaines bandes, parce que tout simplement, on sait que c'est là un phénomène qui est réellement ancré chez nous depuis plusieurs millénaires, c'est génétique. De toute façon, généralement, les gosses d'ici, ils savent chanter la gloire à Jean-Bart avant de savoir compter sur leurs doigts. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Malheureusement, j'ai eu cette petite panne, mais Monsieur Roussel vous donnera mon adresse mail. Si vous voulez le texte complet de la conférence, je vous l'enverrai par mail. Monsieur, je vous remercie. Exceptionnellement, nous n'allons pas pouvoir reposer de questions, il y aura peut-être des gens frustrés parce que nous devons libérer la salle à 16h30. Merci Monsieur Anscott. Effectivement, Monsieur Anscott m'a donné la quasi-totalité de son exposé, donc si vous souhaitez la voir, je pourrais vous l'envoyer par mail. Je peux vous donner l'adresse, c'est pas compliqué. C'est H comme hôtel, S comme Sierra, C comme Charlie, T comme Tango, @orange.fr. Je peux pas faire plus simple. Je le donnerai dans une prochaine prise de parole à l'ADRA.